Le 9 août 1943. Le visage de Terry Allen était sur tous les kiosques à journaux d'Amérique. Le magazine Time l'avait mis en couverture. L'article à l'intérieur le louait comme un grand commandant de division en devenir, qui gagnait en prestige personnel à chaque victoire. Il n'y avait qu'un seul problème. Au moment où ce magazine arrivait dans les kiosques, Terry Allen était déjà au chômage. 2 jours plus tôt, Omar Bradley l'avait limogé. Allen venait de capturer Troana lors de l'un des engagements les plus sanglants de la campagne de Sicile. Sa première division d'infanterie avait gagné toutes les grandes batailles en Afrique du Nord et en Sicile. Ces hommes avaient stoppé une contre-attaque blindée allemande qui aurait pu repousser toute l'invasion à la mer. Et Bradley le renvoyait chez lui en disgrâce pour des problèmes de discipline, parce que ces hommes ne saluaient pas correctement. Maintenant, Allen était sur un transport en route vers les États-Unis pendant que les kiosques américains le célébraient comme l'un des meilleurs chefs de combat de l'armée. Pensez à ce timing. Bradley limoge le gars le 7 août. Time Magazine arrive dans les kiosques le 9 août avec Allen en couverture. Bradley venait de relever de ses fonctions le général que l'Amérique appelait un héros. Ce n'est pas une bonne image, mais ça allait empirer pour Bradley parce que George Marshall, le chef d'état-major de l'armée, observait. Et Marshall s'apprêtait à donner à Terry Allen quelque chose que Bradley n'avait jamais anticipé, une seconde chance. Terry Allen arriva à West Point en 1907 avec le service militaire dans le sang. Son père était colonel dans l'armée, son grand-père avait combattu à Gettysburg au sein de la garde Garibaldi. 4 générations de sa famille avaient porté l'uniforme. Mais Allen était différent des cadets policés qui l'entouraient. Il souffrait d'une grave dyslexie qui rendait la lecture atroce. Il compensait en mémorisant tout, mais le travail académique était une lutte constante. Il échoua à West Point 2 fois. La plupart des hommes auraient compris le message. L'armée ne voulait pas d'eux. Trouver une autre carrière, passer à autre chose. Allen s'inscrivit à l'Université catholique de Washington, termina le ROTC et entra dans l'armée en tant qu'officier commissionné par la Petite Porte en 1912. Les officiers de l'armée régulière le méprisaient. Il n'était pas des leurs, il n'avait pas gagné sa commission de la bonne manière. Allen s'en fichait, il était exactement là où il voulait être. Et il allait passer les 30 années suivantes à prouver que les notes de West Point ne signifiaient rien quand les balles commençaient à siffler. La Première Guerre mondiale transforma Terry Allen en une légende parmi les hommes du rang et en un casse-tête pour ses supérieurs. Il commandait un bataillon d'infanterie à 30 ans. Il menait lui-même des patrouilles dans le No Man's Land, alors que le règlement stipulait que les commandants de bataillon devaient rester derrière les lignes. Une balle de mitrailleuse lui traversa la mâchoire lors de l'offensive Meuse-Argonne. La plupart des officiers auraient accepté l'évacuation médicale. Allen persuada les médecins de le renvoyer dans son unité avant que la blessure ne soit complètement guérie. Il se présenta sur la ligne de front, enseignant encore. Ces hommes ne savaient pas s'ils devaient être inspirés ou inquiets. Ils optèrent pour les deux. Ses supérieurs le trouvaient impossible. Il buvait trop. Il ignorait les règlements qu'il jugeait stupides. Il considérait les cérémonies militaires comme une perte de temps qui pourrait être consacrée à l'entraînement. Mais il gagnait. Chaque engagement que son bataillon livrait se soldait par une victoire américaine. Après l'armistice, Allen retourna à l'armée en temps de paix. Il navigua entre des postes de cavalerie, eut des ennuis, s'en sortit, et se forgea une réputation d'officier que l'on voulait au combat et nulle part ailleurs. Puis George Marshall le remarqua. En 1940, le lieutenant-colonel Terry Allen se faisait réprimander par son commandant de régiment et risquait une cour martiale pour un énième incident. Puis un télégramme arriva. Allen avait été promu brigadier général, sautant complètement le grade permanent de colonel. George Marshall était intervenu personnellement. Le chef d'état-major de l'armée reconstruisait l'armée pour la guerre qu'il savait imminente. Il avait besoin de chefs de combat, pas d'officiers de parade. Marshall écrivit qu'Allen était un leader exceptionnel, capable de tout faire avec les hommes et les officiers, bien que d'apparence modeste et d'apparence décontractée. D'autres généraux pensaient que Marshall était fou. Allen était un ivrogne et un fauteur de troubles qui avait échoué à West Point 2 fois. Marshall voyait autre chose. Il voyait un homme qui comprenait que les guerres étaient gagnées par des soldats qui suivraient leur commandant n'importe où, pas par des soldats capables de marcher en ligne droite.
En mai 1942, Marshall confia à Allen le commandement de la première division d'infanterie, la Big Red One. C'était l'une des affectations les plus convoitées de l'armée. Allen était sur le point de rencontrer l'homme qui tenterait de détruire sa carrière. Le major général Omar Bradley était tout ce que Terry Allen n'était pas. Bradley était diplômé de West Point. Il était méthodique, prudent et obsédé par les procédures militaires appropriées. Il croyait que la discipline et l'ordre étaient les fondations d'une force combattante efficace. Lorsque Bradley prit le commandement du 2e corps en Afrique du Nord, il hérita de la première division d'Allen. Ce qu'il vit le consterna. Les soldats de la Big Red One ne saluaient pas correctement. Leurs uniformes étaient sales. Ils se battaient dans les villes de l'arrière et traitaient la police militaire comme des ennemis plutôt que comme des figures d'autorité. Bradley écrivit que la division d'Allen avait laissé une traînée de magasins de vin pillés et de mères indignées à travers l'Afrique du Nord. Voici ce que Bradley n'écrivit pas. Lorsque les panzers allemands attaquèrent au col de Kasserine et que les unités américaines s'effondrèrent dans la panique, la division d'Allen tint bon. Lorsque le 2e corps eut besoin de contre-attaquer, les hommes d'Allen menèrent l'assaut. Bradley admit que aucun n'excellait l'imprévisible Terry Allen dans le commandement des troupes. Mais il le dit les dents serrées. Pensez à ce que Bradley disait vraiment. Allen était le meilleur chef de combat du corps, mais ses hommes ne saluaient pas correctement, et pour Bradley, cela comptait plus. Terry Allen apprit quelque chose en Afrique du Nord qui allait définir le reste de sa carrière. Les attaques de nuit fonctionnaient. Pendant la journée, l'artillerie et les mitrailleuses allemandes transformaient chaque avancée en bain de sang. Les troupes américaines devaient traverser un terrain découvert face à des défenseurs qui voyaient chaque mouvement. Mais la nuit, l'équation changeait. Les artilleurs allemands ne pouvaient pas toucher ce qu'ils ne voyaient pas. L'infanterie américaine pouvait réduire la distance avant que les défenseurs ne sachent où qu'ils arrivaient. Allen commença à entraîner sa division aux opérations de nuit. Pas les 8 à 12 heures standards par semaine que l'armée exigeait, plutôt 30 à 35 heures. Ces hommes s'exerçaient à se déplacer dans l'obscurité totale. Ils apprenaient à naviguer à la boussole et aux étoiles. Ils répétaient les attaques jusqu'à pouvoir les exécuter sans parler. Les résultats furent immédiats. À El Guettar, les assauts de nuit d'Allen prirent les unités allemandes complètement par surprise. La 10e division blindée fut forcée de se retirer après avoir subi de lourdes pertes face à des positions qu'elle ne pouvait pas voir pour attaquer. Bradley regarda les victoires d'Allen s'accumuler. Les problèmes de discipline persistèrent, tout comme la détermination de Bradley à y remédier. En juillet 1943, les Alliés envahirent la Sicile. George Patton commandait la 7e armée américaine. Bernard Montgomery commandait la 8e armée britannique. Patton demanda spécifiquement la première division d'Allen pour le débarquement le plus difficile à Gela. Il savait que les hommes d'Allen pourraient le faire. Ils débarquèrent le 10 juillet. En quelques heures, les panzers de la division Hermann Göring contre-attaquèrent avec 90 chars, tentant de repousser les Américains à la mer. La division d'Allen les arrêta. Bradley fit plus tard un aveu extraordinaire. Il se demanda si une autre division aurait pu repousser cette charge à temps pour sauver la plage. Laisser cette admission satisfaisante faire son chemin. Bradley, l'homme qui allait limoger Allen, admit que la division d'Allen avait peut-être été la seule unité capable de sauver l'invasion de la Sicile. Mais Allen ne se contenta pas de tenir la plage. Il poussa agressivement vers l'intérieur des terres, brisant le centre défensif allemand pour permettre à l'armée de Patton de faire la course avec Montgomery vers Messine. Ses troupes étaient épuisées. Les pertes s'accumulaient. Allen les poussa encore plus dur. Le 6 août, après 6 jours de combats brutaux, la division d'Allen captura la ville de Troina. Ce fut l'un des engagements les plus sanglants de la campagne de Sicile. La victoire à Troina aurait dû être le couronnement d'Allen. Au lieu de cela, le 7 août 1943, elle devint son chant du cygne. Terry Allen reçut l'ordre de se présenter au quartier général du 2e corps. Bradley l'attendait. La conversation fut brève. Allen fut relevé de son commandement de la première division d'infanterie. Il en fut de même pour son commandant adjoint de division, le brigadier général Theodore Roosevelt Jr., fils de l'ancien président. La raison officielle était les problèmes de discipline.
Bradley dit qu'Allen était devenu trop individualiste pour se fondre dans les entreprises collectives de la guerre. Allen fut stupéfait. Sa division venait de capturer Troïna. Ils avaient gagné tous les engagements majeurs en Afrique du Nord et en Sicile. Maintenant, on le renvoyait chez lui parce que ses hommes ne saluaient pas correctement. Il ne savait pas que le magazine Time avait déjà envoyé son numéro du 9 août à l'impression avec son visage en couverture. Il ne savait pas que, tandis qu'il rentrait chez lui en disgrâce, les kiosques américains le célébraient comme l'un des meilleurs chefs de combat de l'armée. Tout ce qu'il savait, c'était que sa carrière était finie. George Patton fut furieux lorsqu'il apprit ce que Bradley avait fait. Patton et Allen s'étaient constamment disputés. Ils s'étaient insultés mutuellement sur les tactiques et les styles de commandement. Ils n'étaient pas amis, mais Patton reconnaissait ce qu'Allen avait construit. Et Patton n'avait aucune patience pour les généraux qui se souciaient plus des saluts que des victoires. Quand Eisenhower donna une conférence critiquant la mauvaise discipline de la division d'Allen, Patton l'interrompit devant tout l'état-major. Il dit à Eisenhower qu'il se trompait et que personne ne fouette un chien avant de le jeter dans la bataille. Cela n'eut pas d'importance. Eisenhower soutint la décision de Bradley. Allen était fini. Les hommes de la première division encaissèrent mal la nouvelle. Ils ne perdirent pas seulement un général. Ils perdirent l'homme qui avait mangé dans leur messe et parcouru leur ligne de périmètre la nuit. Allen monta à bord d'un transport en route vers les États-Unis. Il n'avait pas l'air d'un conquérant. Il avait l'air d'un homme à qui on avait arraché le cœur. À 55 ans, l'armée lui avait dit qu'il était obsolète. Il ne savait pas que George Marshall observait. 15 octobre 1943. Terry Allen se tenait devant une formation de soldats à Camp Adair, Oregon. Ce n'étaient pas les vétérans aguerris de la Big Red One. C'étaient des appelés et des engagés récents qui n'avaient jamais entendu un coup de feu en combat. La 104e division d'infanterie, surnommée les Timberwolves. George Marshall était intervenu à nouveau. À peine 2 mois après que Bradley eut déclaré Allen inapte au commandement, Marshall lui donna une 2e division. 2 mois. Bradley limoge le gars et Marshall lui refile une autre division avant même que la paperasse ne soit sèche. Le message de Marshall était clair. Il se fichait de ce que pensait Bradley. Il n'avait pas besoin d'un diplomate. Il avait besoin d'un bagarreur. Allen regarda les troupes brutes devant lui et y vit du potentiel. Il bâtirait cette division à partir de rien. Il les entraînerait aux tactiques qui avaient terrifié les Allemands en Afrique du Nord et en Sicile. Et il prouverait que Bradley avait pris la pire décision de personnel de la guerre. L'entraînement commença cet après-midi-là. Allen transforma la 104e division en quelque chose que l'armée n'avait jamais vu. Il réinstaura immédiatement le régime d'entraînement brutal qu'il avait perfectionné en Afrique du Nord. Alors que les divisions standards s'entraînaient pour la lumière du jour, les Timberwolves vivaient dans l'obscurité. Ils apprenaient à se déplacer sans lampe de poche. Ils pratiquaient des signaux manuels qui fonctionnaient quand les voix trahiraient les positions. Ils répétèrent les attaques jusqu'à ce que chaque soldat sache exactement où être sans qu'on le lui dise. Allen était impitoyable sur la discipline. Maintenant, il poussait ses hommes jusqu'au point de rupture. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de gagner des batailles. C'était personnel. Chaque exercice nocturne réussi était un reproche silencieux au supérieur qui disait qu'il était indiscipliné. Il forgeait les Timberwolves en une arme qu'Omar Bradley devrait éventuellement respecter. Les Timberwolves adoptèrent une devise. Rien en enfer ne doit arrêter les Timberwolves. En août 1944, ils étaient prêts. Allen embarqua sa division sur des transports en partance pour la France. Il retournait à la guerre. La 104e division entra au combat le 23 octobre 1944 aux Pays-Bas. Allen attaqua de nuit. Ces Timberwolves avancèrent de 25 km en 5 jours à travers des terres inondées qui avaient bloqué d'autres divisions. Montgomery lui-même envoya ses félicitations. Puis ils atteignirent la ligne Siegfried, des blocos en béton, des dents de dragon, des champs de tir imbriqués. D'autres divisions s'étaient vidées de leur sang en attaquant ces défenses de jour. Les hommes d'Allen attaquèrent de nuit. Encore et encore, Stolberg tomba, puis Eschweiler, puis Inden, ville après ville, capturés dans l'obscurité tandis que les défenseurs allemands luttaient pour organiser une résistance contre des ennemis qu'ils ne voyaient pas. Ils traversèrent l'Aroer lors d'un assaut nocturne brutal.
Et finalement, ils atteignirent Cologne. Les Allemands commencèrent à appeler la 104e les combattants de la nuit. Les prisonniers dirent aux interrogateurs que se battre contre eux était injuste. Ils ne pouvaient pas voir les Américains arriver. Les règles normales ne semblaient pas s'appliquer. Au printemps 1945, la division d'Allen avait traversé le Rhin et fonçait vers l'Elbe. Ils étaient devenus exactement ce qu'Allen avait promis à Marshall, l'unité de combat de nuit la plus redoutée du théâtre européen. Puis ils trouvèrent quelque chose qui allait les hanter à jamais. La 104e division atteignit Nordhausen le 11 avril 1945. Ils trouvèrent un camp de concentration. 3000 cadavres gisaient à découvert. 750 autres survivants, émaciés, malades, mourants, avaient été laissés sur place lorsque les SS avaient fui. Les prisonniers avaient été forcés de construire des fusées V2 dans des tunnels souterrains, travaillés à mort dans l'obscurité, puis laissés pour morts lorsque leur utilité avait pris fin. Pendant 6 mois, les Timberwolves avaient possédé la nuit. Ils avaient utilisé l'obscurité comme un bouclier et une arme. Mais à Nordhausen, ils plongèrent leur regard dans un abîme différent. Ce n'était pas l'obscurité d'un champ de bataille sans lune. C'était l'obscurité de l'âme humaine. Des sergents aguerris, qui n'avaient pas bronché sous les tirs d'artillerie, craquèrent devant ce qu'ils trouvèrent dans ces tunnels. Les combattants de la nuit d'Allen avaient maîtrisé la guerre, mais rien dans leurs 35 heures d'entraînement hebdomadaire ne les avait préparés à l'échelle industrielle de l'extermination. Ils évacuèrent les survivants pour des soins médicaux. Ils ordonnèrent aux civils allemands locaux d'enterrer les morts. La guerre de la division n'avait plus que 2 semaines. Les Timberwolves poussèrent vers l'est avec une froide fureur. 26 avril 1945. La 104e division atteignit la rivière Mulde et établit le contact avec les forces soviétiques. Ils furent parmi les premières unités américaines à faire la liaison avec l'armée rouge. La guerre en Europe était effectivement terminée. Les Timberwolves d'Allen avaient combattu pendant 195 jours consécutifs. Ils n'avaient jamais cédé de terrain lors d'une contre-attaque. Ils n'avaient jamais échoué à prendre un objectif. La division qui avait été remise à Terry Allen comme lot de consolation, des appelés novices, loin de la Big Red One aguerrie, était devenue l'une des unités combattantes les plus efficaces de toute la guerre. Les prisonniers allemands citaient constamment la 104e parmi les divisions américaines qu'ils avaient le moins envie d'affronter. Les combattants de la nuit avaient gagné leur réputation, mais le coût avait été énorme. Près de 5000 Timberwolves étaient des pertes, plus d'1 millier tués au combat. Allen écrivit des centaines de lettres aux familles des hommes morts sous son commandement, chacune personnelle, chacune reconnaissant le sacrifice spécifique. Omar Bradley n'admit jamais qu'il avait eu tort à propos de Terry Allen, mais le jugement de George Marshall avait été justifié. Le général qui était apparu sur la couverture du magazine Time, 2 jours après avoir été limogé, venait de mener sa 2e division à la victoire. Le fauteur de troubles, qui avait échoué 2 fois à West Point, avait construit l'unité de combat de nuit la plus redoutée du théâtre européen. Bradley avait dit qu'Allen était trop individualiste pour la guerre de coalition. Allen avait prouvé que l'individualisme gagnait les guerres.